spécial. معنا راديا الشيخ الحلو qu'on a l'honneur de compter aussi parmi nos membres du conseil d'administration à Enactus Morocco et qui est également membre du conseil consultatif des goalkeepers de la fondation Bill and Melinda Gates. Bienvenue Radia. Merci Mara, merci beaucoup pour ton invitation et pour ce superbe événement organisé par Enactus. Merci. Aujourd'hui, c'est un panel autour des Sustainable Development Goals ou les أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. C'est un sujet ou un focus aussi pour notre festival auquel on a tenu à le faire dans ce nouveau format, très inspirant pour nous, pour l'audience, et très ouvert en fait à tout profil, à toute personne consciente du développement durable, de l'innovation et de l'entrepreneuriat durable et inclusif et à fort impact. On a choisi pour titre Doing Well by Doing Good parce qu'on parle justement de cette inscription dans une dynamique nationale et internationale aussi, pour construire un monde durable où tout le monde peut se retrouver, peut se développer et développer sa communauté également. Donc, on tient énormément à ces objectifs et c'est pour ça qu'on a tenu à avoir parmi nous l'ambassadrice de cette thématique-là à ce panel. Première question, first things first, how did you end up here? How did I end up there? En fait, je ne sais pas comment j'ai atterri là, j'ai aucune idée. Bien sûr, je connaissais Bill Gates, je connaissais Microsoft, je connaissais un peu la fondation sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Tout ça, bien sûr, c'est très loin de nous, c'est très loin du Maroc, c'est très loin de l'Afrique et c'est des noms que nous connaissons mais dont on se sent très loin. Et en fait, j'ai la chance d'avoir rencontré une personne qui travaille à la fondation et qui est une personne qui, souvent je dis, on a la chance dans la vie de rencontrer des gens who take you a step higher, and she was such a person. She's the person who took me a step higher. Alors bien sûr, peut-être que certains d'entre vous le savent, je travaille dans le développement durable, c'est mon métier, je conseille les organisations dans leur stratégie. Donc, j'étais déjà impliquée dans mon métier sur la question du développement durable. Les objectifs du développement durable dont on va beaucoup parler maintenant, je les connaissais aussi. Et donc, j'ai été invitée au premier événement des Goalkeepers à New York. C'est un événement, donc déjà, je vous explique ce que c'est que les Goalkeepers. Les Goalkeepers, c'est un peu comme la communauté Enactus, c'est une communauté d'acteurs du changement. Donc déjà, ce sont des gens qui participent à travers leurs actions, leurs initiatives, leurs plaidoyers à faire changer les choses durablement. Donc déjà, il y a ce point commun entre Goalkeeper et Enactus. Moi, ça me va très bien, je suis très heureuse. Et en fait, la fondation Bill et Melinda Gates s'est rendue compte du rôle essentiel de ces jeunes acteurs du changement. S'est rendu compte que leur rôle était important, que l'impact qu'ils généraient était fondamentalement important. Et donc, ils ont créé une communauté de goalkeepers, ceux qui protègent les objectifs du développement durable. Et donc, une fois par an, et cette année, bien sûr, on n'ira pas, mais une fois par an, on est invité à aller à New York pendant les assemblées générales des Nations Unies. Donc, pendant que New York devient un centre de décision mondial, la Fondation réunit entre 400 et 500 personnes. Alors, il y a ce que nous, en tant qu'acteurs du changement, nous apportons comme initiative, comme projet, comme output, comme network, comme tout ça. Et il y a tout ce que le programme des Goalkeepers nous apporte, à savoir des outils, de la visibilité, du réseau, des outils de plaidoyer. Là, à l'instant où je vous parle, je viens de terminer une première session de formation qui était une formation Goalkeeper et qui était sur le storytelling. Donc, comment finalement défendre votre sujet. Et finalement, on peut voir les goalkeepers comme une sorte de catalyseur qui vous fait grandir un peu pour que vous soyez plus outillés, mieux outillés à vous inscrire dans les objectifs du développement durable. Et donc, j'ai fait la première année et puis en rentrant de New York, j'ai appris, on m'a envoyé un email me disant qu'il y avait un conseil consultatif qui serait créé et que j'étais sélectionnée de 500 personnes à 100 personnes. C'est déjà pas mal et j'avoue que comme c'est super inattendu,
et que vraiment, I didn't work for it. C'est pas quelque chose que j'ai voulu. J'étais déjà très heureuse d'avoir été présélectionnée. J'étais déjà très heureuse de voir mon nom à côté de celui de Bill Gates. C'est pas mal. Bref, trêve de plaisanterie, de 100, donc ils allaient en sélectionner 10. Et pour moi, voilà, c'était déjà très bien. Mais j'ai répondu, j'ai envoyé ma candidature parce qu'on m'a demandé de le faire. Et en aucun cas, je n'imaginais que je serais sélectionnée en tant que membre du conseil consultatif. Donc, en fait, je travaille avec les équipes de la Fondation à différents éléments pour entretenir la communauté, assurer la visibilité de certaines informations, relayer également aussi bien les goalkeepers, mais tout ce qui est attrait aux objectifs du développement durable de près ou de loin. Je tiens à préciser aussi que je fais partie de ce conseil consultatif avec 9 autres personnes. Évidemment, le conseil est paritaire, donc on est autant d'hommes que de femmes, et il y a une représentativité géographique. Donc, j'ai avec moi deux formidables femmes qui sont respectivement du Kenya et du Nigeria, et à nous trois, nous couvrons la zone Afrique. Elle gère Nigeria et Kenya, Nigeria, donc Afrique de l'Ouest, mais un géant de l'Afrique de l'Ouest, et moi, je gère North Africa et Afrique de l'Ouest et Middle East, je ne sais pas, mais why not? Il devait y avoir en fait pendant le confinement un goalkeeper Dubaï et il devait y avoir aussi un goalkeeper Tokyo. Donc on a également des représentants de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Inde, évidemment, parce que quand on a envie de faire changer les choses à l'échelle du monde, on impacte les Indiens et les Chinois. Et des Américains, des Anglais, bref, on est un groupe absolument formidable. Tout à fait, justement, si on parle de développement durable et inclusif, il est très important que ce groupe très, très merveilleux d'ambassadeurs puisse lui aussi montrer l'exemple et incarner justement ces principes et ces valeurs. Et je reprends juste le point que tu as évoqué justement à travers des clics. Tu accompagnes d'une manière très, très proche différentes structures déjà à s'imprégner de ces priorités-là, mais aussi les accompagner dans leur politique RSE et en communication responsable. Ça peut paraître juste des termes, mais ce sont des choses auxquelles on croit réellement et auxquelles doivent s'inscrire toutes parties prenantes, entre privés, publics, jeunes et décideurs tous, également. Tous. Tout à fait, tout à fait. Et en parlant de cet engagement et donc implication dans ce domaine, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de la prise de conscience de la part du secteur privé de ces ODD? Ok. La prise de conscience du secteur privé. Alors, on va parler à l'échelle internationale d'abord et on va un peu zoom in pour parler du Maroc. Donc, clairement, jusqu'à il y a très peu de temps, on a considéré que le succès, la croissance, le progrès se mesuraient seulement par des indicateurs économiques. Évidemment que les indicateurs économiques sont très importants, c'est ce qui nous permet d'abord la croissance, c'est ce qui nous permet la consommation, c'est ce qui nous permet de vivre et de profiter de la vie comme on veut. Seulement, cet aspect-là, la compréhension du succès, de la croissance et du progrès, finalement, c'est comme si on avait vu tout ça, on s'était concentré sur un tout petit aspect d'une bigger picture. On avait dit, Mara, que je ferais le franglais, hein, je savais. Et en fait, on s'est rendu compte, et ceux qui nous regardent le savent, et je reprends la citation d'un de mes clients que j'aime beaucoup, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour créer de l'impact. Et en fait, même de nos modes de production et même nos modes de consommation ont évolué de façon à ce qu'on oublie qu'on avait un capital naturel à respecter, qu'on avait un capital social à protéger également, et on a considéré que finalement, il y avait cette sacro-sainte croissance et que, quels que soient les moyens, il fallait y arriver. Et que le respect de l'environnement et le respect de la société et des hommes en tant que tels étaient des sujets parallèles. Il fallait les adresser, mais c'est parallèle. Ce n'est pas tout à fait dans le projet de croissance. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cette séparation
entre l'économique et le social et l'environnemental. Aujourd'hui, le progrès, le succès, la transformation, elle doit être durable et inclusive et donc globale. Et en vous parlant des ODD, j'ai plein d'exemples à vous montrer, de vous montrer quelque part l'effet papillon des actions de développement durable, où quand vous adressez un enjeu social, bah, vous pouvez par effet ricochet adresser aussi un enjeu environnemental ou vice-versa. En tout cas, le bottom line, c'est que quelque part, moi j'ai le sentiment, donc les entreprises, à force de scandales, parce qu'une entreprise, ça bouge souvent, c'est souvent réactif et pas assez proactif. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle va attendre d'avoir un problème et elle va réagir. Elle va corriger le problème. Je prends toujours l'exemple de Nike, qui dans les années 90 était une marque qui boomait, que tout le monde adorait. Et un jour, il y a un média qui a sorti qu'en fait Nike fabriquait ses baskets aux Philippines et qu'en fait les ouvriers étaient des enfants qui, pour 2 francs 6 sous, fabriquaient les baskets. Le cours de Nike en bourse a chuté, l'entreprise a perdu beaucoup d'argent. Donc, on voit bien en fait que ce non-respect-là des règles internationales universellement admises ne sont plus acceptables. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus visible? D'abord, on a des organisations internationales qui nous disent que c'est plus possible, mais on a aussi ce qu'on appelle l'éveil citoyen, c'est-à-dire que de plus en plus, ici comme ailleurs, les consommateurs, les citoyens, les gens, la société civile vont se lever et dire c'est pas juste et nous refusons ça. Et en fait, finalement, pour arriver à changer, à ce qu'une entreprise change ses pratiques, eh ben, il faut aussi qu'il y ait ce contrepoids de la société qui lui dise bah, on accepte ou on n'accepte pas. Au Maroc, moi, ça fait 6 ans que je fais ce métier. Au Maroc, clairement, quand j'ai commencé, les entreprises se comptaient sur le bout des doigts. Je ne dis pas que depuis 6 ans, on est arrivé à un stade de maturité, mais comme dans toute situation, c'est bien de juger l'amélioration continue d'un enjeu, de se dire, bon, on n'a pas fait du surplace, mais on a avancé. Maintenant, moi, dans mon boulot, mon objectif, c'est de ne pas faire adhérer l'entreprise parce qu'il faut la faire adhérer, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je l'ai fait adhérer en étant absolument convaincue de l'opportunité pour l'entreprise. Je suis absolument convaincue qu'en les amenant sur ce chemin-là, il y a différents impacts positifs, qu'ils soient sur la performance, qu'ils soient sur la motivation des équipes, qu'ils soient sur la qualité des produits, qu'ils soient sur les opportunités de marché. Moi, je les oriente vers, je déteste ce terme, l'entreprise de demain, vers ce que doit être l'entreprise aujourd'hui. Exactement, parce que c'est un processus continu et l'amélioration ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, on est fiers en tant qu'organisation d'être inscrit dans cette perspective et d'être conscient de l'importance de cette, je dirais, dynamique aussi globale, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de 17 points à checker, mais derrière, c'est vraiment, il y a différents éléments à vérifier, des indicateurs, des manières de suivre la mise en place ou le suivi de ces objectifs en soi. Et Enactus, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau du Maroc, est très engagé en fait pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et là également aussi nos jeunes qu'on accompagne dans nos différents programmes, on les inscrit aussi dans cette dynamique et les objectifs de développement durable font aussi partie des éléments auxquels ils sont sensibilisés, responsabilisés dans la conception et le développement de leurs projets. Et on a justement quelques histoires qu'on pourrait partager par la suite à ce propos. Je voulais discuter avec toi, Nadia, par rapport à ces objectifs-là. Est-ce qu'il y a une manière de faire un état des lieux, de savoir où on est? Bien sûr, on peut se... Alors, bien sûr, on peut se situer, évidemment. Et pour ça, je vais un peu partager mon écran hyper rapidement pour montrer aux personnes qui sont avec nous qu'est-ce que c'est que les ODD d'abord, comment on les utilise et on déroulera à partir de là. Alors, partager l'écran, génial, j'y suis arrivée. Maintenant, il faut juste que je retrouve, je pense que des CZ. Ok, super. Vous voyez mon écran, j'imagine. Très bien. Donc, on est sur la page
des objectifs du développement durable des Nations Unies. Et en fait, ce qui est super important, c'est que vous soyez entrepreneur ou en fait, quelle que soit la personne que vous soyez, il est hyper important. Les ODD ne sont pas malheureusement très connus. Les ODD ont commencé en 2015. Ils ont été en fait la suite d'un programme, le programme d'avant, je l'ai même mis là, c'est les objectifs du millénaire. Donc avant 2015, c'est ça que le monde cherchait à atteindre. Et en 2015, les Nations Unies et tous les pays adhérents des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui n'est pas engagé là-dedans, et les pays sont redevables des avancements et des avancées qu'ils font dans les objectifs du développement durable. Donc déjà, le premier truc qui est très important, c'est de les connaître et de savoir où est-ce qu'on se situe à l'échelle internationale, où est-ce qu'on se situe à l'échelle continentale et où est-ce qu'on se situe à l'échelle nationale. Donc, je vais passer en revue les 17 et je vais zoomer sur peut-être 2 ou 3. Donc, le premier, c'est pas de pauvreté. Le deuxième, c'est la faim. Le troisième, c'est la santé. Le quatrième, c'est l'éducation. Le cinquième, c'est l'égalité des genres. Et le sixième, c'est l'eau. Ces 6 premiers sont considérés comme, quelque part, les top priorités de beaucoup de pays en voie de développement. Vous voyez bien que là, on couvre les accès de base à la population, c'est-à-dire qu'on assure ces 6 indicateurs-là d'abord. Ensuite, on va retrouver bien sûr l'énergie propre à coût affordable, le travail décent et la croissance économique. Donc oui, je veux bien de la croissance économique, mais je ne veux pas de travail indécent. Travail indécent, par exemple, cueillette des fruits rouges dans le Nord. Travail indécent. Impossible, pas payé, mauvaises conditions de travail, salaire très bas. Ici, les infrastructures, ensuite les inégalités, les villes et les communautés durables. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'engagent sur ça, villes et communautés durables. La consommation et la production responsable. Vous savez qu'aujourd'hui, nos océans sont jonchés de déchets plastiques et que ça devient un vrai problème. Ensuite, les mesures relatives au changement climatique, la vie aquatique, donc la vie sous la mer, la vie terrestre et la vie sur la terre. Et le 16, la paix, la justice et les institutions efficaces. Et Bill Gates n'aime pas le 17. Il dit qu'il est inutile, qu'il est en fait pas inutile, qu'il est, induit. Il est sous-entendu que le partenariat, bien sûr, doit faire partie du développement des ODD, mais qu'on n'a pas à en faire un objectif. Moi, au contraire, je trouve que le partenariat est tellement une question clé dans le développement durable que je trouve qu'il a toute sa place. Une fois qu'on a fait ça, on peut, par exemple, venir dans éducation de qualité. Et en fait, finalement, les Nations Unies, il faut qu'ils nous disent c'est quoi leur compréhension de l'éducation de qualité. Donc, vous l'avez là. Vous voyez que le contenu, il est déjà adapté au Covid, parce que évidemment, le Covid est venu bouleverser un peu tout ça. On espère évidemment que ça ne va pas ralentir. Et c'est là que je ne trouve pas ce que je voulais. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Deux minutes. Je cherche les cibles de chaque ODD. Bon, je vais repartir sur la page. Sorry. Ah, voilà, c'est juste là. Donc, les faits et les chiffres, on vous explique que plus de la moitié des enfants qui ne sont pas inscrits à l'école vivent en Afrique subsaharienne. Vous prenez 7 milliards de personnes, vous prenez le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés, la moitié d'entre eux se trouvent sur notre continent. Quand on sait l'espoir que nous avons pour le développement africain, on ne peut pas accepter que toute une génération d'enfants n'aille pas à l'école. On ne peut pas accepter qu'en 2020, on ait la moitié des enfants du monde qui ne vont pas à l'école, qui soient sur notre continent ou même ailleurs. C'est inacceptable. 617 millions de jeunes dans le monde manquent de compétences de base en mathématiques et en alphabétisation. Donc tout ça, les faits et les chiffres vous donnent des indications d'engagement. Déjà, en vous disant, moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour participer à ça?
Ensuite, les Nations Unies nous donnent aussi des cibles, c'est-à-dire ce que vous voulez atteindre, ce que les pays veulent atteindre. D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité et un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit, de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile. Il y a 17 objectifs du développement durable, il y a, je crois, 174 cibles. Ça fait énormément de cibles. Je vais m'arrêter là pour je pense que tout le monde a compris les ODD et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser sur le chat et j'y répondrai. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir un peu comment le monde avance sur les ODD. Donc, je vous ai préparé 2 sites que j'aime beaucoup. Celui-ci, est-ce que, Mara, tu peux me confirmer que tu vois Our World in Data? Oui, oui. OK. Donc, ce site-là, il est exceptionnel. Il vous donne toutes les données possibles et imaginables et c'est personnalisable par continent, par pays. C'est une Bible et c'est un outil que j'utilise tout le temps pour make my point quelque part. Mais là où je voudrais aller, parce que ce site-là, Our World in Data, a créé ce site-là, le SDG Tracker. Donc, le SDG Tracker vous permet de voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc, je vous propose de faire ça. Alors, on peut aller voir sur l'éducation. L'éducation, je vais aller là. Je vais voir How is the world doing on this goal? Et puis, j'ai ici, moi j'aime bien ça. Alors, map, je vais zoomer sur l'Afrique. Cette Afrique où la moitié des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le monde sont chez nous. Alors, il y a un problème ici, on le voit tout de suite, c'est le manque de données. Non, pardon, excusez-moi. C'est juste que en fait, le truc est hyper faible. Si je fais ça, il devrait me demander… logiquement, il est supposé me proposer de rajouter le Maroc. Mais là, il ne me le propose pas. Donc, si je fais Africa, voici, stable. That's a pity qui ne me propose pas. En tout cas, my point is, vous pouvez voir ici, bon, bien sûr, il y a cette satanée frontière qu'on retrouve sur toutes les cartes des Nations Unies. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir y faire quelque chose. I wish I could. Mais déjà, ça vous donne une idée de là où on se situe. Hop, on est plutôt bien placé pour le continent africain. Et en fait, c'est très dommage qu'on ne puisse pas avoir l'évolution. Elle y était hier, mais là, je ne sais plus pourquoi elle n'y est plus. Et de vous montrer en fait comment, à travers le temps, ceci a évolué. Je vais réessayer là, peut-être que… Hop, voilà. Donc là, on voit bien qu'on manque complètement de données ici. Et en fait, je tiens à préciser que le fait de ne pas avoir de données est un message en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, constitutionnellement parlant, l'information est un droit. Nous devrions pouvoir accéder à ces informations-là. Et la data, c'est ce qui nous permet de finalement d'avoir une idée plutôt précise d'une situation donnée et de pouvoir agir en conséquence. Donc voilà, je vous ai donné les outils pour vraiment mieux comprendre l'avancée des ODD. Je vais quand même, parce que j'aime pas ne pas y arriver, je vais quand même aller sur l'ODD qui était l'ODD 1 hier et qui était la pauvreté. Je vais voir si je peux y aller. Donc là, on a la proportion de la population dans le monde qui vit dans l'extrême pauvreté. Donc, vous voyez bien ici, à l'échelle du monde, que la plupart du monde, sauf Afrique et Asie du Sud-Est, a moins de 5% d'extrême pauvreté sur son territoire. Si je zoome donc sur l'Afrique, on est là. Donc là aussi, le Maroc est bien placé par rapport aux autres, mais ça veut pas dire que… Ça veut dire qu'en fait, le Maroc a fait d'énormes progrès sur l'extrême pauvreté avant 2015. Ça, nos indicateurs ont largement progressé. Après, il s'agit non pas de faire sortir les gens de l'extrême pauvreté, mais de leur permettre d'évoluer jusqu'à arriver à former une classe moyenne. Donc, je vais quand même essayer ça. Eh bien non, ça ne veut pas marcher and I am so sorry. Ah, voilà. Très bien.
add country, et on y va, Maroc. On va le trouver. Le voilà. Hop. Et voici. Et nous sommes ici. Donc, vous pouvez voir. Voilà le Maroc. Très bien. Donc, vous pouvez voir comment, depuis 1981, cette question de l'extrême pauvreté a évolué dans notre pays. Et vous voyez bien comment ça a évolué. Il y a aussi un autre site que je peux vous proposer et que je vais inscrire tout de suite dans le chat, et qui est cette fois un site marocain, celui du Haut Commissariat au Plan, qui communique régulièrement sur les avancées des ODD. Et d'ailleurs, la secrétaire générale au développement durable hier à New York a présenté l'examen volontaire des avancées du Maroc à New York aux Nations Unies. Je cherche le chat. Tac, tac, tac. Non. En fait, Mara, je vais t'envoyer, parce que en fait, c'est le chat. Boum. Hop. On pourra partager avec l'audience. C'est justement très intéressant parce que si on souhaite réaliser de l'impact et justement une avancée, c'est important de savoir où on se situe par rapport à ces objectifs-là. Et en termes de mesures également, un des points qu'on a discuté en off aussi, c'est que ces objectifs, ils sont à atteindre d'ici 10 ans. Donc, on peut dire que 10 ans, c'est beaucoup, mais en termes de travail et d'engagement, ce ne l'est pas. Alors, 10 ans, c'est très peu. Évidemment, déjà, la mise en place des ODD a pris un temps fou par chaque pays. Il a fallu faire des stratégies, poser des indicateurs, faire une gouvernance. Et effectivement, le temps du changement est un temps long. Pour les acteurs du changement, souvent, c'est quelque chose de très frustrant de ne pas arriver à atteindre, mais c'est maintenant ou jamais, it's now or never. Et c'est vraiment la dernière ligne droite. Et même au sein des goalkeepers, le programme de cette année va être de l'année 2020 en septembre, va être largement dédié au Covid, mais on va aussi beaucoup discuter de ces 10 prochaines années et des manières dont on va finalement engager ce changement. Je ne vous cache pas que, par exemple, sur l'ODD 4, le continent africain est très mal parti, par exemple, et que les projections montrent qu'on n'atteindra peut-être pas l'objectif, mais le plus important, c'est de générer un maximum d'impact. Tout à fait. Et en parlant d'impact, donc il y a certainement des exemples que tu as vu passer, d'histoires de succès de jeunes ou bien de projets qui sont engagés d'une manière directe ou indirecte dans la réalisation de ces objectifs-là. Si c'est possible de les partager avec nous et avec l'audience. Mais évidemment, ben, je vais en citer quelques-uns. Et aussi, je voudrais montrer l'interconnexion des ODD. En fait, j'attendais ce moment pour vous le dire. En aucun cas, un ODD n'est à considérer tout seul. Ils sont tous liés. D'ailleurs, je pense que vous le voyez, ma petite auréole des ODD, ils sont toujours tous ensemble. Et en fait, si je prends par exemple l'exemple, parce que j'en ai cité, j'en ai sélectionné quelques-uns. Si je prends EduCall de notre ami Yacine, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'EduCall, EduCall c'est une entreprise sociale qui assure l'épanouissement des enfants, de tous les enfants. Donc déjà, il y a une logique d'inclusion. C'est tous les enfants et ce n'est pas certains enfants, en se basant sur la gamification, les nouvelles technologies et une approche systémique impliquant différents acteurs de l'écosystème éducatif. Donc là, on peut se dire que Yacine, à travers EduCall, il adresse l'ODD numéro 4. Mais en fait, pas seulement. Évidemment que non, parce que peut-être qu'en adressant une cible d'enfants défavorisés, il va donner les outils à des enfants pour pouvoir aller plus loin dans leurs études. Et cet enfant va forcément sortir sa famille de la pauvreté. Et boum, on est revenu à l'ODD 1. Donc, c'est cet effet ricochet, cet effet papillon. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Cet effet papillon de finalement plusieurs vagues d'impact. Si je prends par exemple
l'initiative de Mamiam, Siham Mftahiya, à travers Safe It. C'est une entreprise sociale qui regroupe une activité de traiteur, mais c'est une activité en fait d'insertion sociale de femmes en situation précaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez me dire, c'est ODD 5, c'est égalité des genres. Ben, moi, je vais vous dire, c'est ODD 8, travail décent. Je vais vous dire, c'est ODD 1, lutte contre la pauvreté. Et je vais même vous dire, c'est ODD 4, parce que quand vous donnez une autonomie économique à une femme, elle dépense d'abord son argent dans l'éducation de ses enfants et la santé de ses enfants. Donc, ces femmes-là qui travaillent à Mamiam, elles investissent avec leur salaire dans l'éducation de leurs gosses. Et donc, vous voyez que cette initiative-là aussi, elle couvre plusieurs ODD. Bien sûr, on peut aussi parler de healthcare education, où on est là sur de l'éducation, mais aussi sur de la santé, l'amélioration de la qualité de l'offre de soins à travers la formation et le renforcement. Là, c'est ODD 3, mais c'est aussi de l'éducation. Donc, vous voyez comment, finalement, vous, en tant que communauté d'énacteurs, vous le saviez pas, mais vous êtes directement liés à ces deux ODD à travers votre action et à travers l'impact que vous générez. Et en fait, ce qu'on a voulu avec Maha aussi, c'est vraiment au cas où ce n'était pas le cas, de vraiment vous faire prendre conscience de l'immense rôle qui est le vôtre, de ce rôle qui est finalement fondamentalement important. Et bon, je relaisse la parole à Maha et je la laisse dérouler. Maha, j'espère avoir répondu à la question. Je voudrais pas... Tout à fait, c'est une très belle illustration et justement, ça nous montre l'apport que peut avoir un jeune, et qu'il soit entrepreneur ou pas, parce que là, c'est une inscription de tout citoyen, pas uniquement ceux qui portent des projets ou qui portent des entreprises. Et comme disent justement la communauté des goalkeepers, c'est d'avoir des héros, how ordinary people are bringing, like, creating extraordinary stories. Donc, c'est plutôt ça. Et je reste justement avec toi dans cette discussion où on parle du rôle des jeunes et de l'entrepreneuriat avec ce cadre des ODD. Donc, si on parle pouvoir des jeunes pour la concrétisation, donc on a vu des histoires et des cas concrets, parce que ça aussi, c'est un mot-clé, c'est ce qui nous drive chaque jour, c'est le concret, c'est l'action, le réel. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, évidemment que moi, je suis toujours très jeune, mais quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, sincèrement, personne ne m'a jamais demandé mon avis. Et je crois que j'ai grandi sans avoir aucune conscience d'abord du rôle que je pouvais avoir. C'est-à-dire que tant que j'étais jeune, c'était waqt al-lab, en fait. Et je n'avais pas de rôle à jouer dans la société. Ce n'est que quand je trouverai du travail et que je rentrerai dans la vie active que j'aurai un rôle dans la société. Et en fait, c'est horrible parce que finalement, j'aurais pu développer un engagement différent et peut-être plus tôt. Et c'est vrai qu'on ne laisse pas. Et j'avoue que, je n'ai pas de problème à le dire, que dans notre pays, la parole n'est pas suffisamment donnée aux jeunes. Et pourtant, celle qui sera, Inch'Allah, à ma place dans 10 ans, en train de parler de développement durable, elle est probablement déjà au sein de la communauté d'Enactus. Et donc, let's get ready, quoi. C'est maintenant. Et en fait, finalement, cette société que nous construisons, demandez-vous quel âge vous aurez en 2030. Vous serez encore très jeune, vous aurez probablement, je ne sais pas, 5-10 années d'expérience professionnelle. Et finalement, cet esprit d'engagement et cette responsabilité citoyenne, il faut l'entretenir. C'est très important à plusieurs niveaux. Donc, votre rôle en tant que jeune, c'est déjà de participer à la construction de la société dans laquelle vous souhaitez vivre. Ça, c'est très important. Moi, personnellement, il y a plein de choses que je subis dans la société dans laquelle je suis battue. Et aujourd'hui, nous avons une responsabilité finalement. Même notre pays, quand il a redéfini la Constitution en 2011, et dans plein de textes institutionnels, on va retrouver cette dimension de démocratie participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à participer au développement de notre pays et à dire ce que nous voulons et surtout ce que nous ne voulons pas.
Donc déjà, avant d'être un acteur, avant d'être un entrepreneur social, je voudrais vous inviter à prendre conscience de votre rôle de citoyen, qui est très important. Et en fait, hier, pendant que je préparais le panel, j'ai dit « Vous êtes un citoyen marocain et vous êtes un citoyen du monde ». Et je suis passée, j'ai écrit « Citoyen du monde ». Et après, je me suis dit « Pardon, mais quel bullshit, c'est n'importe quoi ce que je raconte ». En fait, moi, je veux que vous soyez un citoyen déjà au sein de votre environnement le plus proche, que ce soit votre famille, que ce soit vos camarades de cours, que ce soit les autres énacteurs. C'est aussi vers eux que vous devez adresser ce message-là et que vous devez vous impliquer. Et d'ailleurs, Enactus vous donne très bien les moyens de faire ça. C'est d'identifier le problème le plus proche, c'est-à-dire d'aller vers l'enjeu qui vous apparaît comme étant le plus urgent à adresser à travers votre action entrepreneuriale. Ben, la citoyenneté, c'est à peu près pareil. Donc, déjà, vous avez une responsabilité et un rôle en tant que citoyen et ne laissez pas la société se construire sans que vous y mettiez du vôtre. Et ça passe par des petites choses. Je voudrais juste prendre une minute pour raconter une anecdote et qui m'a beaucoup touchée. Dans le cadre de mon boulot, on gère un programme à l'université Hassan II de Casa. Salut à tous ceux qui sont de l'université et qui m'écoutent. Et donc, on a reçu, dans le cadre de notre programme, on a reçu à l'université quelqu'un que Enactus connaît très bien et qui est Adnan Adjiwi. Et donc, Adnan Adjiwi, il leur a dit, il faut que vous participiez, il faut que vous fassiez. Il leur a demandé combien d'entre vous, qui a déjà fait un stage. Les mains ne se sont pas levées, personne n'avait fait de stage. Ça a énervé Adnan et il les a vraiment boostés à agir, à s'impliquer, à dénoncer, bref, à faire. Vraiment à être dans l'action. Parce que je pense que là aussi, et Maha le sait très bien, si on cherche des textes, si on cherche des principes, si on cherche des belles paroles, moi, ne vous fatiguez pas, je vous envoie tout. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'action qui génère de l'impact. Pas plus, pas moins. Et en fait, après ce live, c'était en présentiel, c'était avant la pandémie, de Adnan, j'ai reçu l'appel d'une jeune étudiante qui a depuis formé un groupe et qui a engagé une action associative. Elle avait beaucoup souffert à l'école primaire et au collège. Elle avait beaucoup souffert de la vie à l'école. Elle avait trouvé que c'était très difficile. Et son action, c'est que de jeunes étudiants universitaires aillent soutenir des jeunes au collège et au lycée et les aident dans leur orientation professionnelle. Et c'est parti de rien. C'est parti de quelqu'un qui est venu lui dire « Vas-y, fais-le et tu vas générer de l'impact ». Elle, c'est ODD 4, ODD 5, c'est voilà. Et son initiative, en quelques semaines, elle a vu le jour et j'étais extrêmement fière et c'est exactement à ça que je voudrais vous inviter. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de la responsabilité citoyenne, il y a bien sûr votre rôle en tant qu'entrepreneur. Évidemment que les Nations Unies le disent et le répètent, et même au Maroc, vous savez très bien qu'on compte beaucoup sur l'entrepreneuriat. On compte beaucoup sur l'entrepreneuriat en règle générale et je vais vous dire, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est formidable, mais qu'il n'y a de véritable entrepreneuriat qu'un entrepreneuriat social. Je vous le dis, peut-être que je prêche pour ma paroisse, il n'y a pas de problème, mais pour moi, et d'ailleurs, je le vois dans mon métier, quand aujourd'hui on parle du rôle des entreprises dans la société, eh ben, tout le monde dit oui, il faut qu'on définisse notre raison d'être sociale. Il faut qu'on arrive à dire à quoi mon entreprise contribue dans la société. Et finalement, quand je vois qu'on est en train en 2020 de revenir à une idée très simple, qui est une société qui s'inscrit de manière harmonieuse dans son environnement et qui participe à rendre la vie des gens meilleure, ben, it's a pretty simple idea. Mais on s'en est tellement éloigné que finalement, le retour vers ce principe-là a l'air d'être une innovation. Alors qu'en fait, c'est un principe, c'est du bon, pour moi, c'est du bon sens. Donc, déjà, je répète rapidement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat, vous allez générer une multitude d'impacts. Si chacun d'entre vous regarde son projet et se demande quels sont les impacts que je génère, mais je suis sûre que vous allez remplir des pages entières. Et faites des colonnes, faites impact social, impact sociétal, impact environnemental. Inscrivez aussi l'impact dans la gouvernance de votre entreprise. Aujourd'hui, le modèle coopératif
fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont partagées entre les actionnaires sont les collaborateurs. Et évidemment, comment vous dire, la particularité de la jeunesse, c'est que la jeunesse, elle aime le changement. Plus on avance dans l'âge et moins le changement, on l'aime. Donc, c'est maintenant que ce changement-là, il doit advenir et que cette réflexion-là, vous devez la poser. Pour demain ou après-demain, la partager avec la génération qui vient après vous, évidemment. Que là aussi, c'est votre rôle et citoyen et d'entrepreneur. Ensuite, bien sûr, j'ai beaucoup parlé lors de différents événements, j'ai beaucoup parlé je parle beaucoup d'entrepreneuriat social. Et bien sûr, je suis parfaitement consciente qu'on va vous dire, qu'on peut nous dire, mais on a plein d'obstacles. On a des tonnes d'obstacles. Et là aussi, comme je vous ai demandé de noter les impacts, vous pourriez aussi faire un livre d'obstacles. Mais mon conseil à vous aujourd'hui, c'est, je vais prendre une enveloppe. Donc, elle a 4 côtés. Et en fait, admettons que chaque côté représente un obstacle majeur. Listez les 4 obstacles majeurs que vous avez dans votre projet entrepreneurial. Vous allez, posez-vous et dites-vous, vraiment ça, c'est un obstacle et je ne sais pas comment le dépasser. Et ben moi, je vous dis qu'en fait, et c'est une bonne technique, moi, elle marche beaucoup pour moi, moi, j'inscris ma liberté à l'intérieur du rectangle. Et il y a un espace de liberté. Ça s'appelle Freedom Within a Frame. Donc, en fait, même en ayant les obstacles les plus énormes, cette méthode vous aide à trouver le projet et à le creuser quelque part pour trouver un peu quel est votre espace de liberté. On a parlé du pouvoir de la jeunesse, je regarde mes notes. Et donc, mon dernier message à vous, entrepreneurs, c'est regardez votre progrès à l'aune des ODD. Par exemple, moi, je dis à mon équipe, on n'y est pas encore, hein, mais j'espère qu'on y sera un jour. C'est une projection, une destination, même utopiste. C'est pas grave. Je dis que moi, je veux mesurer mon impact à travers l'impact que je génère pour mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, mon client, grâce à moi ou grâce à notre conseil, il peut générer un impact sur 100 personnes. Ben moi, je veux qu'il génère un impact sur 1000 personnes. Et c'est comme ça que je mesure mon impact à moi. Évidemment, je n'ai pas les moyens de mes clients. Je n'ai pas des millions de dirhams à engager dans la RSE. Mais du coup, c'est comme ça que je mesure mon impact à moi. Et donc, je le vois sous l'aune des ODD. Dernier élément, et pas des moindres, que je voudrais vous dire, on a beaucoup parlé de doing well by doing good. Très bien. Effectivement, c'est important de s'inscrire dans un développement harmonieux, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des opportunités de marché qui sont phénoménales dans le développement durable. Quand vous allez dans cette fameuse chaîne de café quand vous allez chez Starbucks, et ça a ouvert comme des champignons chez nous, Starbucks. Et que vous avez les petites twishiettes à la caisse, là, les petites noix de cajou à 70 dirhams, le petit carré de chocolat à 40 dirhams, ça coûte une blinde. Moi, je veux voir des produits marocains là-dedans. Hein. Moi, il n'y a pas de raison que les cacahuètes, je les achète à 70 dirhams. Et il n'y a pas de raison, surtout, qu'elles soient importées de je ne sais où et que la cacahuète que je mange, elle coûte cher, elle a un impact carbone indécent. Mais moi, je veux que ce soit un produit de chez nous. Je veux pouvoir valoriser le produit de nos coopératives. Donc, penchez-vous aussi sur l'opportunité de marché. Faites un travail prospectif en vous disant qu'est-ce que le marché va vouloir. Il y a des organisations qui se sont rendues compte qu'en fait, la majorité des consommateurs avaient un pouvoir d'achat très faible. Et c'est notre cas dans notre pays. La majorité des consommateurs ont un pouvoir d'achat très faible. Comment on développe des produits pour cette catégorie de personnes? Comment on peut faire pour adresser des produits de bonne qualité à ce qu'on appelle bottom of pyramide? Donc, ceux qui sont en bas de l'échelle. Comment un produit financier peut aider à réduire la pauvreté? Donc, tout ça, c'est vraiment ce que le marché va demander. Deuxième chose. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite aussi. Hop, donc ça, c'est la page Enactus. Et on va aller sur la page du Financial Times. Tu vois la page, Mara? Oui. Ok, donc ESG, ça veut dire environnemental, social et de bonne gouvernance. Et donc,
Voilà, why ESG investing makes fund managers more money. Parce qu'en fait, les purs capitalistes, ils ont besoin qu'on leur dise que en faisant ça, on gagne quand même de l'argent. Il ne faut surtout pas perdre de l'argent. Donc, ils avaient besoin de ce lien entre indicateurs durables et performance économique. Le voilà le lien. Ça y est, il est avéré. Donc, en fait, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans un contexte de crise comme celui du Covid-19, toutes les entreprises, elles ont chuté. Sauf que les entreprises intégrant le développement durable ont moins chuté que les autres. Et ça, c'est aussi très important et c'est un trend du marché. Vous serez plus successful en étant une entreprise responsable qu'en ne l'étant pas. Ça se voit aussi beaucoup sur les entreprises familiales qui sont restées familiales. Elles ont une gouvernance plus respectueuse. Donc, that was my point. And last but not least, donc les investisseurs vous regardent. Si vous n'êtes pas en fait une entreprise qui paye attention à ces indicateurs sociaux, ces indicateurs environnementaux, ces indicateurs de gouvernance et que vous ne définissiez pas cette raison d'être sociale, vous risquez d'avoir un investisseur, un Américain du Texas, qui vous dit non, moi, votre entreprise, elle me donne pas confiance. Ou alors, l'investisseur arrive chez vous, vous avez 50 collaborateurs, et je m'excuse de prendre l'exemple, mais je le prends, aucun d'entre eux n'est déclaré à la CNSS, vous n'aurez jamais un investisseur qui viendra mettre de l'argent chez vous. C'est juste plus comme ça que les choses se passent. Et last but not least, et je pense qu'on le sait tous, vous tous qui nous regardez, Maha, on le sait que l'entrepreneuriat social, l'engagement, ça vous nourrit au quotidien. C'est-à-dire que c'est ce qui vous fait avancer. Cet impact que vous générez, c'est finalement, ça devient, on en a parlé, l'impact que vous générez, c'est votre succès à vous. Il n'y a pas d'entrepreneuriat social sans impact et le succès d'une entreprise sociale, c'est aussi l'impact qu'elle génère. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la vie active, Inch'Allah, pour vous tous, elle va être longue. Et en fait, il faut de l'énergie pour tenir sur la longueur et continuer à être enjoué, enthousiaste de sa vie professionnelle. Il ne faudrait jamais aller au travail en n'ayant pas envie d'aller au boulot. Et en fait, ce qui est merveilleux dans ces métiers où l'engagement est central, c'est que ça vous donne cette énergie au quotidien et que finalement, là aussi, c'est un prérequis important pour avancer et avancer durablement et voilà. Tout à fait, ça donne du sens et comme on dit, purpose. Donc, c'est vraiment avoir ce sens de direction et pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Je synthétise aussi avec les éléments clés que tu as mentionnés aussi, c'est de passer à l'action. Quand on dit devenir un héros, souvent on l'est déjà. C'est juste qu'on ne le valorise pas et on ne s'inscrit pas dans cette dynamique aussi globale et comment chaque action qu'on entreprend, elle aussi est une brique dans tout ce qu'on est en train de construire, que ce soit au niveau national ou international. Le rôle en tant que citoyen, donc ce n'est pas certainement porter une certaine casquette pour pouvoir avoir un impact, mais tout un chacun peut en avoir. On part de soi, de l'individu, de son propre environnement, famille, quartier, pays, pour passer au globe après. Et certainement, quand on parle de l'entrepreneuriat, soit il est durable, soit il ne l'est pas, comme l'a si bien dit Radia, c'est vraiment s'inscrire dans cette dynamique-là. Il ne suffit pas uniquement de vendre un produit ou un service, parce que là, on en parlait tout à l'heure, c'est l'expérience utilisateur qui prime aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement le produit, qu'est-ce qu'il permet de faire ou d'avoir, mais c'est l'expérience autour. C'est l'impact qu'il crée aussi, parce que le consommateur aussi, il est devenu très exigeant. Donc, il faut être en ligne avec ça. La résilience aussi, à travers ce qu'on a vécu, ce qu'on vit toujours avec la pandémie, cette crise internationale. Certains l'appellent sanitaire, d'autres économique, d'autres même sociale. L'investissement dans des projets, le rôle de l'ESG aussi. Et avant d'aller sur le dernier point de clôture, je prendrai quelques questions. On a déjà peut-être répondu à la première de Zineb qui demandait est-ce qu'il était possible de partager l'avancement des réalisations des objectifs de développement durable jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a fait. Oui. Et on a une question de Khadija.
Is it true that the pandemic had a positive impact on climate change? C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit au début. La nature reprend ses droits, les animaux dans la rue, etc. Bon. Techniquement, pas tant que ça. Honnêtement, j'ai malheureusement pas les chiffres en tête. Il y a eu une baisse, mais d'abord, il ne faut pas oublier qu'on a été, c'est vrai qu'on a été confinés assez, on a été dans le monde entier, on a été confinés longtemps, mais finalement, j'ai envie de dire pas assez pour que ça ait un impact tangible. Et vous voyez bien que les choses ont repris comme avant, sauf les vols qui, effectivement, c'est un impact environnemental très, très important. Mais les industries ont continué de produire. Et donc, forcément, on a pu noter un petit mieux, mais rien à voir avec ce que nous devons atteindre dans les objectifs du développement durable. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous demandons aux pollueurs, c'est de ne plus polluer. Mais en fait, c'est comme si on vous demandait de ne plus produire avec la même recette et de changer de recette. Et en fait, c'est quelque chose aussi que vous, entrepreneurs sociaux, vous connaissez bien, c'est l'expérimentation. C'est la nécessité de se dire, je vais essayer cette recette-là, est-ce qu'elle va marcher? Je vais en essayer une autre, est-ce qu'elle va marcher? Et en fait, quelque part, les entreprises, elles se demandent, est-ce que je dois être en train d'expérimenter ou est-ce que je dois être en train d'être rentable? Et donc, c'est une position pour les entreprises qui est difficile. Donc, autant y aller durable dès le départ. Oui, certainement. Et on apprend encore des choses durant cette pandémie sur la manière de vivre, la manière d'interagir aussi dans le domaine économique et industriel. Et je dirais aussi que même nous, j'ouvrirai une parenthèse à Enactus lorsqu'on a conçu cet événement du Sustainable Innovation Fest qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable. On a aussi cherché à nous challenger et à donner l'opportunité à un maximum de personnes, à tout citoyen, tout contributeur, d'y contribuer, que ce soit à travers les panels thématiques comme celui d'aujourd'hui et à partir d'hier jusqu'à vendredi. On a des panels qui célèbrent et honorent différents objectifs, comme tu as dit, ils s'interagissent, ils ne sont pas séparés. Les workshops aussi qu'on tient chaque matinée. Et également, en fait, on a même lancé une compétition qu'on a appelée SDG Hero, qui met en avant les projets des acteurs et comment ils peuvent s'inscrire là-dedans. Donc, comme tu dis, c'est toujours de passer à l'action, d'expérimenter et de voir quel impact ces éléments-là, ces actions peuvent avoir. Et je reviendrai vers toi pour une question avant de clôturer. Si on souhaite vraiment que tout le monde prenne conscience de l'importance de ces objectifs-là et des actions connexes, on parle bien de plaidoyer. Donc, oui. How can we do it? How can we do it? Déjà, on a parlé de connaître la situation, de connaître le contexte, connaissez vos datas, connaissez vos chiffres. Je ne sais pas pourquoi il y a un chiffre qui me vient à l'esprit. C'est aujourd'hui, 22% des femmes en âge de travailler travaillent. Bon, en soi, 22% des femmes en âge de travailler travaillent au Maroc. Ce qui est intéressant, là où ça m'intéresse, c'est que c'est une donnée qui est en recul. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y avait plus de femmes en âge de travailler qui travaillaient au Maroc. La question, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi elles travaillent moins, les femmes, dans notre pays? On peut imaginer plein de réponses différentes. On peut imaginer difficile équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. On peut dire, par exemple, manque d'infrastructures, de garde des enfants, par exemple, manque de crèches d'entreprise, Donc, ce que j'avais envie de vous dire, j'avais envie de poser une question aux énacteurs d'ailleurs, de leur dire finalement quel est l'ODD qui vous fait réagir. Donc déjà, votre plaidoyer, déjà il y a agir pour, déjà c'est une forme de plaidoyer, vous agissez pour et vous dénoncez. Vous dites je ne suis pas d'accord parce que le Maroc s'est engagé à, et donc là on est en recul. Voilà, donc le plaidoyer, c'est soit s'engager, soit dénoncer, et soit participer à. Là encore, vous voyez que par exemple, si je reprends l'exemple de l'égalité des genres, vous allez trouver des plaidoyers extrêmement différents.
Par exemple, je cite toujours 2 ONG, pas du tout dans l'égalité des genres, mais dans l'environnement. 2 ONG qui ont la même mission, c'est l'environnement, et c'est WWF et comment elle s'appelle l'autre, s'il te plaît, très connue. Le nom m'échappe. Elle est très connue. Greenpeace. Greenpeace. Greenpeace, elle décide, elle, que de dénoncer. Alors que WWF ne dénonce pas, il participe avec des organisations internationales, avec des entreprises privées. Il dit, ah, mais c'est pas grave, vous polluez, je vais vous accompagner vers moins de pollution, par exemple. Greenpeace, jamais. Greenpeace décide de dénoncer. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, find your story. Find your story. C'est très important. Et bien évidemment, aller vers la cause qui vous tient à cœur, qui est liée à ce que vous faites, et engagez-vous dedans, un stand-up. Moi, personnellement, je pense que je partage avec vous le plus honnêtement du monde, mais pour moi, le plaidoyer, c'est quelque chose qui compte beaucoup. C'est quelque chose que je ne fais pas assez, probablement parce que pour plein de raisons pas bonnes. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire de plus en plus dans les mois et les années qui viennent, Inch'Allah, parce que je pense que il en relève de ma responsabilité citoyenne. Un très bel exemple d'engagement avec lequel on pourrait clôturer cet échange. Et justement, l'idée, c'est vraiment un engagement, un appel à participation pour tout le monde. Ça ne concerne pas juste une partie des citoyens ou une partie de la communauté, mais ça nous concerne tous. Et bien sûr, d'une manière directe ou indirecte, qu'on soit citoyen, comme j'ai dit tout à l'heure, entrepreneur ou représentant d'une institution publique ou privée. Et aussi, quand on parle d'innovation et d'inscription dans cette dynamique-là, c'est souvent des choses simples. Il ne faut pas forcément imaginer des choses complexes à mettre en place. C'est des actions vraiment très simples. C'est de fait de partir de soi, comme on a dit tout à l'heure, de voir quels sont les challenges. Et on sait que pour nous, les challenges et les problèmes sont des opportunités de développement de projets et d'initiatives. Oui. Donc, un dernier mot, Radia, pour notre audience de porteurs de projets, jeunes et citoyens. Un dernier mot avant la prochaine fois, Inch'Allah. J'ai envie de dire, on compte sur vous. Évidemment, on compte sur vous en tant que jeunesse de faire entendre votre voix, de faire entendre votre impact. Je rejoins parfaitement ce que disait Maha, small actions, big stories. Évidemment que ça commence petit, mais que l'impact, il est déjà énorme. Racontez vos histoires. On a, parmi les recommandations d'organisations internationales, ils disent, montrez-nous des champions. Et les champions, c'est vous. Et racontez vos histoires. Ne lâchez rien, évidemment, et réagissez quand une situation n'est pas juste. Et je voudrais aussi en profiter pour féliciter Maha et toute l'équipe pour ce formidable événement, pour cet événement plein de sens. Et finalement, Enactus, en étant ce qu'elle est déjà, était déjà à l'avant-garde des objectifs du développement durable. Et la voici maintenant parfaitement alignée. Et bravo à vous tous. Vraiment, je suis extrêmement fière et grateful d'être parmi vous. C'est un parfait exemple aussi de collaboration parfaite entre le conseil d'administration d'Enactus et l'équipe exécutive que je salue. Ouais. Avant de clôturer, on a encore besoin de ton intervention pour quelques instants. Là. On a une question qui nous fera revenir en fait sur l'engagement et le rôle des entreprises. Donc, une question de Mohsin. Do you think that Moroccan companies are mature enough regarding respect of their internal stakeholders to go through initiatives related to sustainable development and especially SDGs? Okay, this is a great question. So let's not forget that 94% of Moroccan companies are SMEs. So right now, the last issue SMEs want to address is sustainable development. Just because a random SME wants to survive first. So before integrating sustainable development, even for us as a company, our main skill is around sustainable development. Honestly, doing sustainable development on an everyday basis for us is complicated because time, because energy, because money, blah, 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 blah. Okay, so this is an issue for SMEs. So can we say Moroccan companies are engaged
in sustainable development when we know that 94 are SMEs and sustainable development is still far away. So right now, what we call corporate sustainable responsibility is addressed by large corporations, either large Moroccan corporations, either multinationals based in Morocco. Those companies, they have strategies, and even now, the Moroccan Stock Exchange asks Moroccan companies in the stock exchange to tell them about social and environmental indicators. It's been on for only 1 year, it's very new. So just to show you how the evolution. About being ready or not ready, I want to say, okay, for those who are not ready, let's wait and see how your growth will evolve. And I think that one of the prerequisites for sustainable development success in a company is the push of the top management. If there is not a leadership, a strong leadership around it, it fails. So it needs a lot of strength and collaboration within a company to make this happen. Now, the good news is that when you are a large company and you have a CSR, a corporate sustainable responsibility strategy, you are responsible of your activities, but also of your suppliers' activities when they produce your product. And the suppliers, who are they? They're SMEs. So it's like not a leapfrog, but it's like Morocco, large companies will be an open door to sustainable development. Because let's say, for example, a large company that we call A, and that hires a supplier that we're going to call B, and that supplier, for example, does not respect human rights internally. So the large company will say to its supplier, okay, you have to update your practices to be more responsible. So right now, my answer to you is yes, but no. Things are evolving, but until we address the real question of sustainable development within SMEs, je suis sceptique. Mm-hmm. But great evolution within the last 5 years. Thanks, Radia. We have another question to go with. How Moroccan companies can merge SDGs vision into their activities, and what is the role of the government in this process? Okay, I'm going to tell a story that a lot of enactors maybe heard, but I was lucky enough to be part of a great project about a plantation of potato at Barshid. And this potato creates social impact at each stage of its value chain. I use this example because it's a potato. It's a random potato and it changes the world. And I like the story also because the company that did this project is a large Canadian group that has 50 production sites all around the world. And they do a lot of social enterprises. And it's a choice. It's seeing the opportunity. It's saying, okay, within the next 20 years, we're going to have to change our practices to be more sustainable towards agriculture. Let's start now. We're going to have to do it within 10 years, so let's start now. And they chose to do it in Morocco. And so basically, this is how it goes. We hire farmers, very poor farmers actually, not farmers, ouvrier agricole. So ouvrier agricole is the person that has no skill and only the strength of its body to work. So it's very low salary. So the company hired them, give them seeds that were very high quality seeds. Of course, the product answers the Moroccan expectations. So this particular potato, Maha, how many kinds of potatoes do you buy when you go buy groceries?
You Maybe buy one or two. maximum. You buy the one for tagine and you buy the one for fries. Yeah. So this one you can do both. So it's not because your company is responsible that your product doesn't have to be high quality product. Your product being responsible will always challenge a random product. So it has to be better. The impact is the cherry on the cake. For the customer, the impact is on the cherry on the cake. The customer will always go for the product that he likes instead of the product that has impact if the quality is not the same. So they made the choice, and 100% of the benefits of this potato goes to education of young girls in rural areas. So it's like a virtual circle of impact. And honestly, it's a choice. It's making a room within your reflection. It's making room for sustainability. It's saying, okay, from now on, you know, when actors are solution driven, it's exactly the same. You are already impact driven. Not every company is, but they can be. They see now the need, the necessity to go there. Some of them see the opportunity to go there. And after that, there is the company you want to be. Again, as I said earlier, what is your raison d'être sociale? Why exactly are you here? How do you help out? Build a better world. Now, the role of the government. Of course, it's super extra important, the role of the government. To link it with entrepreneurship, I would say that governments have the role to make it easier for you to create the impact. So as entrepreneurs, I would say we already have, like Enactus, other civil society organizations helping out, but there is also a great need of financing your projects. There is need of maybe having a particular status for a social enterprise. Maybe why would a social enterprise, why would a cooperative pay the same amount of taxes than a random company? So special, maybe special status for this kind of actors creating social impact. So the role of the government is to make it easier and also to engage and mobilize. Of course, we will not be reaching the SDGs just by ourselves, and they won't be reaching the SDGs just by themselves. It's going to be a collective effort, and I do believe that we have a great opportunity to generate new collective intelligence. I do believe that collaboration has still a lot to give us. I don't believe we are doing things, je pense pas qu'on a on n'a pas profité du potentiel du collaboratif. Le collaboratif, on a encore beaucoup de choses à apprendre, de modèles collaboratifs très innovants pour construire ce monde durable. Merci d'avoir partagé cette perspective très intéressante, and to have pointed out a major element is that a social business or social enterprise doesn't mean poor quality. This is a very important message to everyone. Oh yes. Oh yes. No, this is a major issue. Exactly. Thanks for pointing it out. I think we're all done with the questions. Thanks to everyone who contributed to this panel, asking questions. And this is an open call for engagement to everyone in the Sustainable Development Goals. It's something very simple to do and with the bigger results, and to have a better world for everyone. Thank you so much again, Radia. شكرا بزاف. Thank you for the invitation. Always a pleasure to talk with you. Thanks so much for supporting us during this festival. And a great pleasure. شكرا بزاف لكم. Et نتلاقاو إن شاء الله غدا. Dès demain. Salut à tout le monde. Merci encore.